Chaque semaine, 2 candidats doivent répondre à des questions inspirées de la vie de notre invité. C'est un jeu alors? Oui, en quelque sorte. Mais chaque semaine, l'invité évoque aussi 5 temps forts de sa vie professionnelle et personnelle. Alors, c'est une interview? Oui, aussi. Donc, chaque semaine, c'est un jeu et une interview. C'est l'invité en question sur Europe 1 avec Patrick Sabatier. Et l'invité en question, c'est Éric Antoine. Nous sommes là comme tous les dimanches, peu après 17h. La dame qui a parlé juste avant le générique, elle a tout dit. C'est à la fois un jeu et une interview. Éric, je vais essayer au travers 5 thèmes importants, 5 mots-clés de votre vie d'en savoir davantage. Parce que j'ai remarqué que vous parlez peu, tout compte fait, de vous. Que vous vous cachez pas mal. Et... Je ne sais pas si je me cache, mais disons que je trouve que l'intérêt, c'est plus la création et le partage que voilà, mais on va savoir d'où ça vient quand même tout ça. Okay. Et puis il y a 2 candidats qui vont répondre à des questions qui sont inspirées de votre vie. Telle est l'originalité du concept. À savoir que si on vous connaît bien, il y a peut-être à un moment donné, ça va vous donner un atout supplémentaire. Elle s'appelle Christine, il s'appelle Yves. Christine, vous habitez à Octeville, c'est ça, Octeville-sur-Mer, hein? Oui. Bonjour. Bonjour Christine. C'est où Octeville-sur-Mer? Bonjour Eric. C'est entre Le Havre et Étretat. Entre Le Havre et Étretat. Oui, d'accord. Alors, ça fait une zone quand même un peu importante. Tu es sûr que tu n'as pas inventé cette ville, Christine? Tu es sûr? Non, du tout. C'est une vraie ville. Ok. Oui. Okay. Alors, il y a Christine d'un côté, et alors moi, j'ai évidemment, comme tous les animateurs, on fait des fiches énormes à propos des candidats, pour des informations, et je vais vous dire quelque chose à votre propos, Christine, mais d'un autre côté, il y a Yves. Yves, bonjour, et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Patrick, bonjour Eric. Bonjour Yves. Alors, Yves est un fidèle d'Europe 1, et alors si je prends les points communs simplement entre Yves et Christine, ça s'appelle Ce sont tous les deux des hommes, non? Déjà, et ça s'appelle le bœuf bourguignon. Pourquoi le bœuf bourguignon, Christine? J'aime bien déguster aussi, entre autres. D'accord. Et il se trouve que notre ami Yves, lui, essaie de le cuisiner, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la spécialité dijonnaise, alors. Et vous habitez à Dijon, donc c'est bien normal. Vous allez découvrir peut-être un peu plus Éric Antoine, que vous voyez bien évidemment à la télévision, mais que vous avez peut-être déjà vu également en spectacle, à travers 5 thèmes. Le premier thème, le voici, à te dire. C'est Chamonix. Alors pourquoi on a choisi Chamonix? Parce qu'en préparant cette émission, je me suis aperçu qu'une grande partie de votre enfance, plusieurs mois de l'année, en été comme en hiver, était à Chamonix. Oui, absolument. Mais j'ai toutes les racines de ma famille maternelle. Mon grand-père était chasseur alpin, là-haut à l'Aiguille du Midi. Vous êtes né à Enghien-les-Bains? Moi, je suis né dans le Val d'Oise, c'est ça, Enghien. Mais c'était là où, en plus, c'était à la frontière entre la Suisse, l'Italie et la France. Et la moitié de ma famille étant italienne, il y avait toujours comme ça ces passages de frontières. Et puis, on est tous amoureux de la montagne, quoi, vraiment, et de la haute montagne. Alors, plusieurs mois de l'année, ça veut dire que on est un peu différent quand on vit à la montagne, quand on passe les jeunes années. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. On a une notion déjà de la ville différente, on a une notion du temps qui passe différent, on a une notion des amusements différents. Si je feuillette l'album d'Éric Antoine quand il a 5 ans, 10 ans, 15 ans, je trouve quoi, là? On a une notion aussi de la nature et de la force de la nature. C'est-à-dire la montagne, c'est quelque chose de magnifique et en même temps de très dangereux. Parce que même quand tu es enfant, tu vois chaque année les accidents, les copains qui sont partis. Moi, j'habitais à côté de Frison-Roche et qui avait plus de doigts et qui me faisait flipper parce que je voyais cet homme se balader dans les rues sans les doigts. Et puis j'apprenais que c'était le gel, tout ça, le K2 et tout. La Napurna, pardon, c'était la Napurna. Donc ça, c'est un rapport au monde, et je pense, qui change quand tu es comme ça, vraiment proche d'un élément très fort comme la montagne. Alors ça, c'est la famille maternelle. Voilà. Vos parents s'entendent pas très bien? Non, assez tôt et assez vite. Et c'est drôle parce que j'ai une partie de la famille qui est protestante, qui est très rare en France, et l'autre très catho. Et donc c'est très guerre de religion, Saint-Barth, et en plus une famille assez bourgeoise d'un côté, et l'autre côté très populaire. Alors, l'homme que j'ai en face de moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a de son père et qu'est-ce qu'il a de sa mère? Je pense que ma maman, c'était... tout son bagage psychologique, psychanalytique. Psychothérapeute, elle était psychothérapeute. Elle a travaillé avec Piaget en Suisse. C'était une Jungienne avant tout, mais elle a aussi travaillé avec Dolto pendant un moment. Donc il y avait
il y avait une vraie intelligence, une vraie écoute, un échange, vraiment, et de regarder l'autre, et de comprendre aussi que l'autre ne fonctionne pas comme soi. D'arrêter ce sentiment de la projection qui est, je trouve, un des pires drames. Et de le tolérer. Absolument, d'accepter l'autre dans sa différence. Dans le fait qu'on ne soit pas d'accord, qu'on n'ait pas les mêmes versions du monde. Et mon père... je pense, lui, c'est issu d'une famille d'agriculteurs. Après, il était camionneur et a monté sa propre entreprise de camionnage. Une famille très populaire, mais un vrai entrepreneur. Donc, je pense que c'est le côté entrepreneur que j'ai de mon père, le côté battant aussi. Quand on a ses parents qui ne s'entendent pas, souvent on en souffre. Et souvent, ça peut être recopié. On fait la même chose, ou au contraire, se dire « Non, je ne veux pas ça ». Oui, absolument. Quand j'étais gamin, je rêvais avant tout d'une grande famille, d'une maison de famille, de tous les enfants, de tous les cousins. Donc, c'est ce que j'ai essayé de construire. Et puis, à un moment dans la vie, là, j'ai 45 ans, je me rends compte qu'en fait, il ne faut pas juste résoudre ces problèmes d'enfance. Il faut construire aujourd'hui. À l'époque de votre enfance et de votre adolescence, quand on écoutait la radio, notamment Europe 1, on pouvait écouter ceci. Vous écoutiez beaucoup la radio, vous regardiez la télévision, vous étiez déjà dans la projection ou pas du tout? Je lisais énormément, le roman avant tout, et je regardais un peu la télé, mais qui n'était pas du tout aussi riche qu'elle n'est aujourd'hui. Il y avait une offre quand même qui était... Je vous regardais. C'est vrai? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, vous étiez en 76, je comprends. Oui. Ouais, enfin, un tout petit peu adolescent, c'était plutôt dans les années 80, 90, où vous étiez quand même incontournable. Donc, je vous ai vu. Ouais. Je regardais la télé. La télé, ça me faisait rêver, mais ce qui me faisait vraiment rêver, c'était avant tout la fiction. C'est-à-dire et puis les fictions, toujours avec une part... très importante justement de science-fiction. J'aime la science-fiction, j'aime la fantaisie, j'aime quand l'incroyable arrive au milieu du croyable. Voilà. Alors, nos deux candidats, Christine et Yves, vont jouer avec des questions qui sont inspirées de votre vie. La première, ça va être sur la montagne. Et c'est pour partir une semaine en vacances en famille, à 4 personnes, sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Paraît-il que ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une très belle manière de naviguer en pleine nature sur la Vilaine, en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, ou sur la Charente, en découvrant les belles régions de France. Allez voir donc sur www.leboat.fr. Voici la première question. C'est pour Christine, c'est pour un point, et elle concerne la montagne du côté de Chamonix. Quel est le nom imagé d'un des plus grands sommets du massif du Mont-Blanc, culminant à 4013 mètres d'altitude, à cheval sur la Haute-Savoie et le Val d'Aoste, entre le Mont-Blanc et les Grandes Jorasses? Est-ce qu'on appelle ce massif le doigt du monstre, la dentelle des fées ou la dent du géant? Évidemment, Éric Antoine connaît la réponse. Oui. Christine? La dent de géant? Bravo. Absolument, bravo. Oui. Alors, il faut dire quand même qu'un monstre a été créé à Chamonix, puisque Mary Shelley a eu l'idée de créer son personnage Frankenstein en séjour à Chamonix. Oui, pas très loin. Et puis une partie en Suisse aussi. Exactement. Un point pour Christine. Bravo, Christine. Yves, maintenant, voici la question pour un point. Quelle grande première a eu lieu à Chamonix en 1924? La première ascension du Mont Blanc par une femme, les premiers Jeux olympiques d'hiver ou le premier championnat du monde de patinage artistique, d'ailleurs un nouveau sport à l'époque. Première ascension du Mont Blanc, premier Jeux olympiques ou premier championnat du monde de patinage? Je dirais première ascension du Mont Blanc. Mauvaise réponse. Mais j'aurais dit la même chose. Pour tout vous dire, j'ai découvert la réponse. Je ne savais pas non plus. Ce sont les premiers Jeux olympiques. Ils ont eu lieu à Chamonix du 25 janvier au 5 février 1924. Et c'est le 14 juillet 1808 qu'une femme qui s'appelle Marie Paradis devint la première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc. Marie Paradis, c'est ça, formidable. Prédestiné. Voilà. Ouais. Désolé Yves, désolé. Mais tu sais Yves, je suis pour Christine de toute façon. Je te le dis. Mais moi je serai à vos côtés Yves. Et puis il y a des questions à 2 points, 3 points, 4 points et la dernière à 10 points. On a parlé de votre enfance à Chamonix. Est-ce que vous y retournez aujourd'hui? Ouais, très régulièrement. Et puis j'essaye justement d'initier mes enfants à la montagne aussi bien l'hiver que l'été. Donc j'y retourne avec mes enfants et c'est dans la filiation. Alors quand Éric Antoine est dans les rues de Chamonix en 2022, comment ça se passe?
Ah bah c'est sympa. Les Chamoniards me connaissent pour deux raisons, parce que je suis un peu du cru et parce que voilà, il y a la télé et puis les spectacles. Donc je suis toujours très très bien accueilli. J'ai toutes mes petites adresses, j'ai les copains. Oui, c'est joyeux. Après, c'est un lieu qui est aussi très touristique et quelque part qui est très touristique international. Donc c'est ça aussi qui est assez cool, parce que comme les Anglais, les Russes, ils en ont rien à foutre de ma tronche. Je suis assez tranquille aussi. Vous le voyez à la télévision, vous le voyez en spectacle, vous le voyez pas, enfin je ne sais pas, illusion ou pas illusion, on en parle dans un instant juste après les pubs. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en question c'est Éric Antoine. Et le deuxième thème justement, l'illusion. Alors on n'a pas dit la magie, on a dit l'illusion, et moi j'ai des tas de questions à vous poser là-dessus. Déjà à partir de quand on se dit je vais être magicien, et je pense également à vos enfants qui doivent dire mon père est magicien. Oui. La phrase est géniale. Mon père est magicien. Ouais, c'est génial. Et vous, à partir de quand? Je crois qu'à 7 ans, vous avez eu une réunion avec des amis et votre famille, mais comment ça vient? Déjà, c'est marrant que vous ayez choisi ce mot, l'illusion, parce que c'est pas le même mot, magicien, illusionniste, prestidigitateur. Et s'il y a des mots différents, c'est qu'il y a des sens différents. Le magicien, il englobe un peu tous ces titres, et le magicien, c'est celui qui transforme le monde. L'illusionniste, c'est celui qui maîtrise l'illusion. C'est pas tout à fait la même chose quand même. L'envie de ce métier, elle est venue ado, mais pas comme métier, comme hobby, comme passion. Et je pense que c'est parce que j'étais dans une situation catastrophique quand j'ai commencé à faire ce métier de comédien et de metteur en scène, que c'est tellement dur, alors que j'avais déjà cette corde à mon arc. J'étais déjà un assez bon close-up man. J'allais dans les restos, les goûters d'enfants, les trucs d'entreprise et tout ça. Et donc, ça m'a permis de vivre en attendant que ça arrive. Là, vous allez très loin, parce que vous avez fait également des études de médecine, je crois. Mais c'est bien avant que vous vous êtes dit, justement, les close-up, tout ça, vers 13-14 ans, j'ai commencé à m'y intéresser parce que je trouvais ça fantastique. C'est comme un jeu. Ça me faisait penser à la littérature que j'adore, qui est aussi la littérature policière. C'est comme une enquête. C'est-à-dire, tu sais ce qui s'est passé, mais tu sais pas comment ça s'est passé. Et donc, il faut toujours détricoter. C'est des espèces de reverse engineering, où il faut se dire, j'ai vu ça, mais alors, donc, il a mis la main droite ici. Il a dit ce mot ici, il a fait ça. Et comme il n'y a pas d'école, c'est extrêmement autodidacte comme processus. Donc, je trouvais ça fantastique. C'était un exercice intellectuel génial. Et puis, en même temps, c'est aussi, pour un adolescent un peu timide, quand tu n'es pas très bien dans ton corps et tout ça, c'est une manière de briller un peu en société, de se faire des copains, peut-être même des copines. Donc ça s'apprend, ce n'est pas un don. Ça s'apprend. Il y a beaucoup d'ouvrages, mais des milliers d'ouvrages. Il y a des vidéos, et puis il y a beaucoup d'observations. Et parfois, tu as la chance d'avoir un accompagnement, un petit peu comme une espèce de compagnonnage. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai été tout seul. On parlera de cinéma tout à l'heure, parce que je sais que c'est une de vos passions, mais quand on est magicien, on fait du cinéma, puisque on attire le regard ailleurs. Oui, absolument. Et puis on joue le magicien, puisque le magicien n'a pas de pouvoir, il fait croire aux autres. En fait, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu vois un tour de magie, comme tu n'as pas l'explication, tu te dis c'est magique. Mais en fait, il y a bien sûr plusieurs explications. Et donc le magicien, il fait croire à cette magie. Donc déjà, le magicien est un comédien. Et puis on a envie d'y croire, nous aussi. Oui, il y a absolument. Voilà, il y a également un bon ou un mauvais public, celui qui a envie de se laisser emporter. Oui, mais même celui qui n'a pas envie, il est amusant parce que c'est un combat. Il y a justement, il y a de nouveau, c'est de l'escrime là. Bon, il n'a pas envie de croire, mais en même temps, il n'a pas l'explication. Donc s'il l'a, tu détournes la balle pour qu'il ne l'ait plus. Donc c'est assez aussi amusant comme exercice. Alors, on faisait la différence entre magicien et illusionniste. Vous êtes... Moi, j'espère être un magicien. J'espère être celui qui transforme le monde, qui l'onirise, le rend plus fantastique. J'espère faire ça, mais pas forcément avec mon art d'illusionniste, avec beaucoup de choses, mais j'espère des techniques d'écriture, de comédien, avec du cœur aussi. Oui, parce qu'il y a toujours dans vos spectacles, on parlera de l'homme de télé, mais il y a aussi l'homme de spectacle. Oui. C'est le vrai magicien qui rencontre les gens qui viennent le voir. Il y a une histoire. C'est pas des numéros, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que ça commence, et comme une belle chanson, disait Aznavour, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Oui, c'est ça. Chaque numéro est comme ça. Et puis maintenant, j'essaye en effet de faire des spectacles. Là, le dernier, le thème, c'est est-ce que l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Donc c'est toute l'histoire de le moment où
j'en ai marre qu'on me traite comme un enfant. Puis après, vous savez quoi, j'en ai rien à faire, je suis un enfant et j'assume. Et puis vers la réconciliation entre l'enfant et l'adulte. Pour moi, le bonheur, il est vraiment là. C'est-à-dire l'enfant, il y a le moment où tout est possible, qui est joyeux, cette innocence, mais en même temps, c'est aussi le lieu des crises de nerfs, du manque de compréhension. Il y a quand même un manque d'empathie aussi chez les enfants. Et puis chez l'adulte, il y a plus d'empathie, il y a une meilleure compréhension du monde, mais il y a aussi parfois les bras se baissent, on abandonne les combats qui sont importants. Et donc c'est vraiment au croisement des deux que j'essaye de trouver la Je voulais joie. passer juste un petit peu d'une chanson qui s'appelle Just an Illusion, mais je l'ai choisie tout simplement parce que le groupe, ça s'appelle Imagination. Ouais. Donc je me suis dit, quand même, C'est on peut pas passer à côté. Du magasin, dans le 5e arrondissement de Paris. Oui. Je m'en souviens très bien, surtout que maintenant les propriétaires sont des copains. Maillette. Ah ouais, Maillette Magie Moderne, qui porte mal son nom, parce que c'est la plus ancienne boutique de magie au monde, d'accessoires de magie au monde. Donc, oui, je m'en souviens, j'y vais encore. C'est des amis maintenant qui sont les propriétaires. Tout à l'heure, je disais, quand vos enfants, Ulysse et Raphaël, disent papa est magicien, vous leur avez fait. Vous leur avez pas raconté l'histoire, vous leur avez fait des tours de magie pour les endormir. Je leur raconte non, plus. Pour les j'imagine. endormir, c'est plus les histoires. Mais en revanche, dans la journée, on peut se faire des tours de magie. Ulysse, il a envie d'apprendre la magie, donc je lui montre, je lui enseigne. Ouais. On va poser une question maintenant qui vaut 2 points pour nos 2 candidats, Christine et Yves. C'est Yves qui va la prendre. Cette question, la première. Pour quel célèbre jeu, mon cher Yves, pour quel célèbre jeu télévisé le magicien Gilles Arthur, créateur des Mandrakes d'Or, a-t-il créé des épreuves? Est-ce que c'est pour Fort Boyard? Est-ce que c'est pour Interville? Ou est-ce que c'est pour le Big Deal? Vous jouez pour 2 points supplémentaires. Yves. La 2. Ah oui, c'est Fort Boyard. Ouais, c'est Fort Boyard. Okay. Et Gilles a même joué dans Fort Boyard. Il était sous le masque du tigre, si je me souviens bien. Absolument. Ouais. Bonne réponse. Oui, mais en même temps, c'est mon... Qui ne joue pas. Non, je ne joue pas. Et puis c'est mon domaine de connaissance, donc ça me paraît un peu normal. Mais Alors, question pour Christine qui vaut 2 points également. Yves, Christine. tu vas te rattraper la prochaine fois, j'en suis sûr. Laquelle, Christine, de ces 3 affirmations est fausse? Il y en a une qui est fausse. Donc, 2 sont vraies. Moi, je vous dis que David Copperfield est le premier à avoir eu son étoile sur le fameux, vous savez, trottoir des célébrités à Hollywood. Non. Moi, je vous dis que David Copperfield a fait un spectacle gigantesque devant les pyramides d'Égypte. Moi, je vous dis que David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté. Une de ces 3 propositions est totalement fausse, les 2 autres sont totalement vraies. Laquelle est fausse, Christine? L'étoile. Mais non. C'est l'Égypte, je crois. Oui, absolument. Ouais. David Copperfield a fait un spectacle gigantesque devant les pyramides d'Égypte. Ce n'est pas vrai. Ouais. En revanche, écoutez bien, en 1983, on a pu voir la disparition filmée en direct de la Statue de la Liberté. L'effet de disparition s'est fait grâce à des jeux de lumière et de rideaux, bien sûr. Copperfield en a profité pour livrer d'ailleurs une plaidoirie poétique sur la valeur de la liberté en alertant le public du danger de la perdre aussi rapidement. Il a commencé sa carrière sous un pseudo, je crois qu'il s'appelait Davino. Il avait 12 ans. Bon, pour l'instant, la 2e question ne vous a pas rapporté de points, mais il ira à la 3e à 3 points, la 4e à 4 points et surtout à la fin, comme coup de théâtre, la 5e qui vaudra 10 points. Ce sera une question sèche. Éric Antoine est votre invité. Nous sommes dimanche après-midi, vous êtes sur Europe 1. Il y a quelques publicités et on revient. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en question, c'est Éric Antoine. Et alors là, on va parler de Calista ou Bernard? Il va falloir m'expliquer. Il va falloir nous expliquer. Qui est Calista et qui est Bernard? Calista, c'est la mère de mes 2 enfants. Et Bernard, c'est le premier personnage d'assistant qu'on a créé ensemble, qui était habillé tout de noir et qui était convaincu qu'il était invisible, donc parce qu'il était habillé en noir, et donc on ne le voyait pas. Et en fait, c'est une réponse qu'on a eue face à ce personnage de l'assistante de magicien qui est quand même d'une misogynie mais infinie, qui est toujours une potiche, et qui pourtant fait un gros travail en général pour aider au tour, et parfois même fait le tour, et donc ça m'était absolument insupportable. Et le fait que l'assistant soit un casse-couille, soit vraiment à l'inverse de l'aidant, mais au contraire, et qu'il y ait une 2e histoire comme ça. Qui veuille tirer la couverture à lui aussi. Qui veuille devenir la star à la place de la star, moi ça me plaisait bien. Ouais. Quelle est la qualité dont vous avez, vous, besoin pour vous sentir bien?
dans votre métier, vous avez rencontré à la fois des connus et des inconnus, à la fois des gens bien et des gens un peu moins bien. Oui. Qu'est-ce qui vous rend à l'aise ? L'intelligence, vraiment. Mais l'intelligence dans son sens... vous savez, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est capable d'aller échanger avec un mec dans la rue en bas de boire un truc au troquet du coin et en même temps de passer un moment avec le président. Et je trouve cette intelligence-là, c'est être capable de vraiment entendre l'autre, de vraiment dialoguer avec l'autre, de vraiment écouter, et la curiosité. Oh, la curiosité est numéro 1. C'est-à-dire, la curiosité, j'adore ce mot, ça vient de cura qui veut dire soigner, curiosité. Donc, celui qui se pose de questions, c'est celui qui soigne le monde. Donc ça va de pair d'ailleurs, l'intelligence et la curiosité. Vous avez dit au départ, peut-être moins intéressé par la radio et la télévision, mais beaucoup par le roman, beaucoup par la lecture. Vous continuez ? Ah oui, ouais. Et d'ailleurs, à chaque fois, je me dis, allez, passe à ça maintenant. Il est temps. Et puis d'autres aventures m'entraînent. Mais là, je continue. Je suis un lecteur, je suis un fervent lecteur. Je lis moins par période, et puis tout d'un coup, beaucoup. Là, je suis dans une période beaucoup. Ouais, il y a 4-5 J'ai reçu il y a quelques jours, quelques dimanches, David Fuenkinos. Vous le connaissez. On s'est croisés, ouais. Je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il écrit très bien, d'ailleurs. Une très jolie histoire. Et vous écrivez quand ? Moi, j'écris quand j'écris les spectacles. Oui, parce que je dis aux éditeurs, d'Europe 1 que tout est écrit dans un spectacle. Bien sûr. Ça n'arrive pas comme ça. On ne se met pas sur une scène en disant c'est comme ça. C'est 2 ans de travail avant les répétitions. Vous écrivez quand, comment ? Alors, en fait, c'est par étapes. Souvent, j'écris en duo ou en trio. D'abord, j'écris seul, en réalité, et je fais tout un premier plan, je fais le squelette, je fais la thématique, et j'ai les premiers visuels, les premiers dessins, les premières photos, une espèce de mood board. Et après, les co-auteurs arrivent, je leur présente tout ça, et là, on s'y mène de manière très chronologique. Le début, le milieu, la fin, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça va être 1-2 fois, 2 séances par semaine, à raison de 4 à 6 heures par séance, pendant la première année. Et puis après, la deuxième année, on resserre. En fonction de là où on en est, on va se faire une retraite ensemble, on va partir une semaine et puis on va écrire tous les jours. Ou alors moi, je me mets de côté et puis j'écris tout seul, les copains se mettent de côté et puis on rejoint nos écritures. Ouais. Et qu'est-ce qui dit qu'on est prêt ? En fait, on n'est jamais prêt, c'est la date. C'est le spectacle arrive, la première arrive, les répétitions arrivent, et là, on commence à faire des concessions, des compromis, parfois au mieux, parce qu'il y a des bonnes surprises. Quand on se retrouve sur scène, on se rend compte que cette phrase, elle est trop courte par rapport au mouvement de l'élément qui arrive, ou pas assez longue, ou l'histoire, elle est redondante, elle est trop lourde. Et puis c'est là où tout se décide, en fait. C'est vraiment sur le tas de sable. Les musiciens disent ça, rendez-vous au tas de sable. Au théâtre, c'est pareil. En tout cas, dans mes spectacles, c'est vraiment ça. Je parlais de 2001 tout à l'heure. J'écoutais les archives d'Europe 1. Je disais, mais quel est le titre qui était numéro 1 en 2001 ? Enfin, j'aimais bien me replacer un petit peu dans l'époque et on a trouvé que c'était Jerry Halliwell. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Voilà, It's Raining Men. C'était en 2001. On va poser, je dis on va poser, ça fait un peu roi, alors que c'est moi qui la pose, je vais poser. non, mais tout d'un coup, on va poser, je vais poser dans un instant. Tu peux être le roi. Voilà. Comme Calista est d'origine australienne, je vais poser des questions sur l'Australie, puisque vous le savez, le concept de l'émission, c'est toujours des questions inspirées de la vie de notre invité. Alors, je vais commencer par Christine. Voici la question sur l'Australie qui vous concerne. Quel groupe musical célèbre dans le monde entier est anglo-australien? Les Bee Gees, les Who ou Pink Floyd? Vous jouez pour 3 points. Pink Floyd. Pink Floyd. Il s'agit des Bee Gees. Ah ouais, tiens. Eh oui. Les Pink Floyd, c'est sûr, c'est anglo, mais les Bee Gees, je ne savais pas qu'ils étaient australiens aussi. Okay. Ouais. Alors, les Bee Gees, c'est ça. Il y a toujours également beaucoup de musique dans les spectacles d'Éric Antoine. Oui, absolument. J'écris avec un copain qui s'appelle Thomas Fetterman, qui a plusieurs groupes, la Caravane Passe, le Soviet Suprême, qui est vraiment avec qui j'écris sur les... Ça fait 5 spectacles sur lesquels on collabore maintenant. 6 même, non, 6 spectacles, ouais. Alors voici la question pour l'Australie concernant maintenant Yves. Vous pouvez peut-être marquer vos 3 premiers points. L'Australie a la particularité d'avoir de longues routes en ligne droite.
Si vous revenez le week-end, prudence. Hein. Qu'ont fait les autorités australiennes pour éviter que les conducteurs ne s'endorment au volant sur ces routes monotones? Et ce que je vous dis est vrai. 3 propositions. 1. Ils ont installé des haut-parleurs avec du hard rock tous les kilomètres. Waouh, ça déchire. 2. Ils distribuent des cafés tous les 100 km. 3. Ils ont installé régulièrement des panneaux avec des devinettes. Pour 3 points, le haut-parleur et le hard rock, le café tous les 100 km ou les panneaux avec les devinettes? Yves, de Dijon. Oh, je vais dire, allez, la 3. Il y a des panneaux avec des devinettes. Tu veux dire, le gars qui fait plusieurs fois la route, il fait « Ah, je la connais celle-là, je la connais !» Alors, donc, par exemple, la Air Highway est la route en ligne droite la plus longue d'Australie. Je crois que c'est la 2e plus longue du monde. Elle fait 146 km de long. De quoi, attention, il ne faut pas s'endormir si vous êtes sur la route, mais il n'y a pas des routes comme ça en France. 3 points pour Yves, 1 point pour Christine, mais il y a encore d'autres questions, avec d'autres thèmes, et toujours le même invité en question. L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question, c'est Éric Antoine. Alors, on a parlé avec vous, puisque là, c'est le concept de l'émission, de l'illusion, de Chamonix, de Calista Bernard. Je voulais également vous faire parler de Woody Allen. Woody Allen, parce que vous êtes un fondu de cinéma. Ça, je ne le savais pas. Ouais. Et le cinéma américain? Oui, beaucoup le cinéma américain. C'était vraiment mes premiers amours, c'était Capra, c'était... Woody Allen m'a complètement... déformé la tête avec les Monty Python aussi au début. Je pense que l'humour de cette écriture un peu poussée à Woody Allen, très verbeuse et en même temps avec beaucoup de ruptures de rythme dedans, et le côté complètement absurde des Monty Python, c'est pour moi la vraie découverte de l'humour. Ces 2 côtés qui ne se ressemblent pas pourtant. Et en même temps, chez Woody Allen, il y a aussi des Marx Brothers, donc il y a aussi un peu quelque chose de l'ordre. Alors l'humour dans le cinéma, c'est évidemment l'humour de situation, c'est l'humour dans la façon de jouer, mais c'est beaucoup l'humour dans ce que l'on dit. Je parle de ça parce que dans votre spectacle, il y a, pour vous avoir vu, il y a plusieurs spectacles. Il y a d'abord l'histoire globale, il y a les tours qui viennent ponctuer cette histoire, qui viennent l'agrémenter, et puis il y a un autre discours qui est encore différent, qui est encore une 3e lecture. Et vous menez tout ça, vous rassemblez tout ça, comme un puzzle que tout d'un coup on livrerait aux spectateurs. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'on pourra toujours inventer d'autres histoires, d'autres spectacles, d'autres tours? Moi, je me dis qu'il a déjà fait beaucoup de choses, Éric Antoine. Moi, j'ai encore plein de choses à faire, donc ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose... Réinventer, inventer. Ouais, ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est ça qui est compliqué. Faire des choses que j'ai pas faites encore, ça, il y en a plein que j'ai pas faites. Mais oui, et puis finalement, plus t'es curieux, plus t'as de culture, plus c'est difficile. Donc, et en même temps, le temps évolue, le monde évolue, donc finalement, l'actualité du monde, l'actualité, et pas juste l'actualité des news, je vous parle de l'actualité psychique du monde, l'actualité numérique, digitale, enfin, il y a plein d'actualités différentes, psychologiques, il y a vraiment une actualité psychologique, il y a des glissements en ce moment. Donc tous ces glissements, ça fait que tous les artistes, ils écrivent quelque chose aussi... en connexion avec le temps. Ce qu'écrivait Coluche ou Desproges, c'est pas la même chose que ce qu'écrit mon pote Jérémy Ferrari aujourd'hui. On est en connexion avec un monde qui bouge. Et pourtant, si Coluche existait encore, et si on faisait le jeu de la vérité avec Coluche aujourd'hui, je pense que on verra à quel point il nous manque. Oui, mais c'est fou parce que je vous en parlais en antenne pendant un moment, mais c'est fou la vie, c'est-à-dire ces boucles comme ça. Je me souviens très très bien du jeu de la vérité avec vous, je me souviens très bien évidemment de ce Coluche qui montait dans cette chaise de bébé, et puis ça franchit son envie en même temps d'être aimé, en envie de tout détruire, c'est-à-dire il y avait quelque chose, il y avait une force chez ce type qui était mais phénoménale. Et en même temps, il fallait quelqu'un de très costaud. Enfin, il y avait un duo là ce soir-là qui était quand même assez exceptionnel. Et c'est difficile d'avoir ça aujourd'hui déjà parce qu'il y a une multitude d'offres. C'est-à-dire Michel Drucker, quand j'ai commencé chez lui, il m'a dit « faut 10 ans pour être connu ». À mon époque, il fallait 10 ans pour être connu de tous. Il me dit aujourd'hui, je pense c'est 20 ans, et c'était déjà il y a 10 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour être connu de tous, c'est plus 30. Donc pour devenir un homme comme ça ou une femme incontournable et avoir une parole qui touche chacun, je pense que ça va être
plus en plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on a des artistes qui touchent des communautés plus que l'ensemble de la population. Donc, des gens de cette envergure, malheureusement, des Johnny, des Coluche. Est-ce que l'époque dans laquelle nous vivons, vous et moi, et nous tous, et vous tous qui nous écoutez, est-ce que cette époque vous va bien au teint ? Il n'y en a pas d'autres, j'ai envie de dire, je suis obligé, donc j'ai l'impression... Vous pourriez être nostalgique. Non, c'est pas dans ma nature. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Je crois que je me pose pas cette question. Et j'ai pas envie de me la poser, en fait. Je trouve qu'il y a des tristesses absolues, mais comme il y avait des tristesses absolues il y a 30 ans, il y a 40 ans, donc il y a eu des tristesses bien pires. Enfin, moi, j'ai connu le sida, le Covid. D'autres ont connu la guerre. Enfin, c'est quand même... c'est pas comparable. Donc, oui, je trouve que cette époque, elle est très intéressante parce que c'est une époque de mutation. C'est vraiment une époque où tout mute. La consommation de la culture mute, la consommation de l'information mute, la consommation... Donc, elle est hyper intéressante parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau modèle et on n'est toujours pas sorti de l'ancien non plus. Transition. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ou est-ce que... Ouais. Malheureusement, oui. Je suis assez inquiet. Pour vous dire la vérité, oui, je suis très inquiet pour l'avenir de la planète. Je suis très inquiet du déni, en fait. Du déni de la société humaine envers tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Là, on va dans le mur, les gars. Donc, oui. Voilà, on va dans le mur. Pour ceux qui sont les plus pessimistes, on va dans le mur. Et pour les plus optimistes, on ne sait pas où on va. Oui, c'est ça, mais très clairement, on va dans le mur. Mais on a encore des moyens. Alors, beaucoup de scientifiques, il y a quand même un consensus scientifique qui dit qu'il y a certaines choses qui sont finies, quoi. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière, et voilà. Mais il y a encore il y a de l'espoir. Il y a beaucoup l'humain et les faits d'espoir, de créativité, de trouver des solutions. On a parlé de cinéma un petit peu, mais Woody Allen est également musicien. Il aime bien jouer de la clarinette avec Eddie Davis New Orleans Jazz Band. Boy, what a sight are those white cotton fields. We meditate and we begin to muse. While our heart sings to the tune of Jerry. Voilà. Quel humour. Oui, c'est drôle, exactement. hein. Même cette musique est drôle. Il y a de la rupture de rythme, il y a des vannes dans sa musique, ouais. C'est drôle. Alors une question évidemment qui a un rapport avec la vie de notre invité Éric Antoine, c'est une question à propos de Woody Allen. Yves, laquelle de ces trois artistes n'a jamais joué dans un film de Woody Allen ? Est-ce Marion Cotillard ? Est-ce Julie Gaillet ou est-ce Carla Bruni ? Vous jouez pour 4 points supplémentaires. Julie Gaillet. La bonne réponse est Julie Gaillet, car Carla Bruni et Marion Cotillard ont joué dans Midnight in Paris. Vous avez 7 points au total. Il y aura encore la question à 10 points qui peut tout changer, mais c'est bien joué ça. Maintenant, c'est à Christine de jouer. Voici la question. Quelle est la particularité du 8e film de Woody Allen, Manhattan ? Moi, je vous dis qu'il est en noir et blanc. Je vous dis aussi qu'il est quasiment muet. Et moi, je vous dis qu'il n'est joué que par des femmes. Je mens 2 fois, mais une fois, je dis la vérité. Noir et blanc, quasiment muet ou joué par des femmes. Vous jouez pour 4 points supplémentaires. Noir et blanc. Bravo. Car Woody Allen trouvait que la gamme de dégradés du noir et blanc offrait au réalisateur un moyen détourné de faire passer les sentiments de ses principaux personnages. Ça fait que vous avez 5 points avant la dernière question, que Yves a 7 points et que, je vous le rappelle, l'un des deux va pouvoir partir une semaine en vacances en famille pour 4 personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix au départ d'une des 18 bases de départ, le boat, en France. Vous conduirez vous-même votre bateau sans permis, qui se conduit d'ailleurs très facilement. Ces bateaux sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir les belles régions de France en naviguant par exemple en Camargue, sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat, c'est le puis boat. Attention, attention, attention.
Voici, avant d'aller plus loin, une des images sonores de Manhattan que je voulais entendre. C'est la fameuse musique de Gershwin. Quand vous regardez Manhattan, il se passe ceci. Et toujours avec les 7 mêmes notes de musique. C'est génial. Mais c'est Voilà. un bijou absolu. Ouais. On va se retrouver dans un instant avec votre invité Eric Antoine sur l'antenne d'Europe 1. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question, c'est... Eric Antoine. Alors, dernier thème de notre émission, là vous allez m'expliquer. Hein. C'est que végétalien. Oui. Moi je sais, je m'en doute, mais je ne sais pas vraiment. Alors, il y a une différence. Végétarien, évidemment, c'est celui qui ne mange pas de viande et de poisson, donc celui qui ne mange plus d'animaux. Et le végétalien, c'est celui qui ne mange plus d'aliments venus de l'exploitation du monde animal. Donc, pas de beurre, pas de fromage, pas de lait, voilà. Qui n'a plus dans son régime. Je suppose que c'est. Animale. On n'est pas végétalien, on le devient. Oui. Et il y a un chemin. Ah oui, mais d'ailleurs, je suis passé par. D'abord, j'ai arrêté de manger de la viande, puis après, c'était viande et poisson, puis après, ça a été, en effet, j'ai arrêté les œufs, puis après, le lait, le fromage. Oui, et c'est venu petit à petit avec des prises de conscience qui soient d'ordre écologique, d'ordre planétaire, d'empathie pour le vivant, pour l'animal, pour l'humain aussi. Quelle a été votre motivation? C'est une motivation, j'allais dire, écologique, politique, un engagement pour demain, ou tout simplement parce que votre corps refusait? Ça a été d'abord, avant tout, un engagement écologique. C'est vraiment, je me souviens, mais très très bien, le premier documentaire qui m'a frappé, qui s'appelait Cospiracy, dont après j'ai été vérifier les sources, et qui racontait que l'entreprise de l'élevage de viande, de bœufs et de cochons était plus polluante que l'aviation, la marine et l'automobile accumulées. Que c'était 80% de la déforestation amazonienne, que les marées d'algues vertes dues au port, que c'était plus de 60% de la pollution de l'air par le méthane. Donc ça a un impact écologique, mais absolument catastrophique. On peut prendre un steak, c'est 1000 litres d'eau, un steak, pour produire un steak de 100 grammes. Donc, tu peux prendre des bains toute ton année si tu manges pas de steak. Donc, pour moi, il y a une aberration absolue. Et en plus, ça rend malheureux les humains. C'est-à-dire que quand on voit les pauvres éleveurs qui sont surexploités, je voyais un éleveur, 9 millions d'euros de dettes, et il gagne le SMIC pour avoir ses 1000 vaches. Donc, le mec gagne un SMIC. Quel patron a aujourd'hui 9 millions d'euros de dettes dans son entreprise et ne gagne que 1000 balles par mois? C'est pas 1200 balles par mois, c'est pas possible. Donc pour moi, il y a une souffrance humaine, animale, planétaire qui est insupportable. Mais est-ce que le fait d'avoir changé votre alimentation, donc avoir donné à votre corps qui ne demandait rien, non, oui. Non, parce que oui, c'est vrai. Non, mais c'est très important. On se perçoit de plus en plus que ce que l'on est, c'est aussi ce que l'on mange. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, le fait d'avoir changé totalement de régime, est-ce que vous vous êtes senti mieux dans votre engagement, j'en suis sûr, mais dans votre santé au quotidien, ou est-ce que votre corps, à un moment donné, disait, mais oh, il y a des soucis, c'est-à-dire que quand tu es végétalien, pur végétalien comme moi, il y a des petites carences. Par exemple, il y a la vitamine B12, qui est une vitamine très importante pour le système nerveux, qui n'existe pas dans les végétaux, qui n'existe que dans la viande de bœuf. Donc ça, je me supplémente, je prends des vitamines, comme on prend n'importe quelle vitamine, sauf que la nouvelle aberration là-dessus, c'est que normalement, les bœufs, les vaches qui mangent de l'herbe font de la B12 en mangeant de l'herbe et de la terre. Comme ce n'est plus le cas, comme elles mangent du soja et des choses comme ça, elles n'ont plus de B12. Donc en fait, c'est les éleveurs qui les piquent avec de la B12 pour remettre de la B12. Donc, non. Si, donc en fait, c'est des aberrations. Donc autant supplémenter directement que de prendre celle qui est déjà supplémentée. Et vous vous êtes senti mieux dans votre quotidien? Je me suis senti vachement mieux au début. D'ailleurs, j'utilise le mot vachement mieux, mais vachement mieux en santé, en légèreté, en digestion, en sommeil, en énergie. Je me suis senti... Et puis le problème, c'est que les végétaliens, comme tout le monde, il y a maintenant des gros industriels qui font de la malbouffe végétalienne, et donc ça devient un enjeu économique, et tu peux manger aussi mal et aussi gras en tant que végétalien. Et comme moi, j'ai un vrai souci là-dessus, sur le sucre et sur le gras,
J'ai du mal parfois à me contrôler. Donc les bénéfices ont été très très forts au début et maintenant ils sont beaucoup plus modérés. Ça n'a pas changé votre poids? Ça a changé un peu mon poids au début, si même assez conséquemment, je fais 120 kilos, donc d'une dizaine de kilos. Et puis maintenant, ça s'est restabilisé au même poids qu'avant. Ça n'a pas bougé. Il va y avoir une dernière question, évidemment, qui vaut 10 points, qui va avoir un rapport avec un fruit. Mais auparavant, Christine et Yves, écoutez bien ceci parce que c'est un exergue du spectacle d'Éric Antoine et je trouve que c'est une belle déclaration. Je me demande régulièrement si l'enfant que j'ai été serait fier de l'adulte que je suis devenu, s'il serait heureux de passer un moment avec moi, s'il rigolerait à mes pitreries, s'il serait d'accord avec mes choix, s'il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, si j'ai toujours l'innocence de son regard, la sincérité de ses propos, si comme lui je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres. Et il termine par venir trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble. Je ne voulais pas commencer l'émission avec ça parce que sinon j'aurais eu tout dit. Mais je voulais terminer parce que je trouve que c'est une formidable déclaration d'amour, d'humanité et de tendresse. Et une déclaration qui fait que l'homme de 2,7 m et de 120 kg que j'ai eu pendant 1 heure devant moi, en réalité, c'est un petit enfant. Et ça me fait plaisir. Ouais, il en faut un pour reconnaître l'autre. Il en faut un autre. Alors, je vais poser la dernière question qui vaut 10 points à Christine et à Yves. Vous allez donner votre réponse en régie, de façon à ne pas influencer, bien sûr, celle de votre candidat concurrent. Quel fruit porte le nom d'un oiseau de Nouvelle-Zélande? Pas très compliqué. 10 points gagnés. Tout le monde peut jouer, mais seule Christine, qui habite près d'Étretat, et Yves, qui habite près de Dijon, jouent. Je vous rappelle que europe1.fr, si vous avez envie de vous inscrire et de jouer avec nous tous les dimanches, la semaine prochaine, ce sera la même chose et je recevrai un chanteur populaire qui s'appelle Frédéric François. Christine, vous avez dit quel fruit? Le kiwi. Yves, vous avez dit le Kiwi. Sauf que vous avez donc 10 points chacun, évidemment, mais 10 et 7, ça fait 17, 10 et 5, ça fait 15. Christine, vous allez devoir laisser votre place à Yves, ce sera pour une prochaine fois. Oui, bravo. Mais merci beaucoup pour joueuse. votre compagnie. Vous avez appris des choses, Christine, sur Éric Antoine? Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir sa biographie et puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de simplicité, qu'il était très abordable et j'ai découvert plein de choses. C'était très très intéressant. Merci. Christine, comme je vous invite à mon spectacle, je repasse pas au Havre bientôt, mais je repasserai en Normandie et tout. Vous êtes la bienvenue. Regardez les dates et vous m'écrivez sur ma page Instagram et je vous inviterai. Vous me dites c'est Christine d'Europe 1 avec Patrick et je vous invite avec grand plaisir avec votre famille. C'est très gentil. Voilà. Merci. Éric Merci Antoine. de votre présence, Christine. Yves, je pense que vous avez, vous aussi, d'une part, vous gagnez, mais peut-être découvert un peu plus Éric Antoine? Oui, j'ai découvert Éric Antoine. Je trouve que c'est un être hypersensible. Et Yves, je t'invite aussi à Poitiers. Merci. Pour un petit bon poids de vin à la fin. Cette émission se fait à 4. Les candidats, Christine, Yves, évidemment notre invité Éric Antoine. Merci infiniment. Merci à vous, Patrick. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.